Alors, on va commencer les questions, puis après, à la fin, peut-être qu'on pourrait passer un petit peu de temps si vous avez des questions que vous avez le goût de leur poser. Donc, on va commencer avec une question de base, c'est-à-dire peut-être prendre quelques minutes pour vous présenter, dire ce que vous faites, puis que les gens vous connaissent. Je commence? OK. En fait, moi, c'est Elisabeth Rioux, comme elle l'a dit. Je suis propriétaire de Waka Swimwear. En fait, c'est une compagnie de maillots de bain qui est vraiment basée en ligne. Donc, sur Instagram, tout le marketing, c'est fait à travers des réseaux sociaux. Puis, c'est ça. Sophia Sokolov, dans le fond, je suis propriétaire et designer de Sokolov Lingerie. J'ai parti ça il y a déjà quand même 6-7 ans. J'étais étudiante, v'là 7 ans. J'étais étudiante encore en gestion industrielle en mode. Puis j'ai parti ça comme projet d'études, puis finalement, je me suis fait emporter là-dedans très rapidement. Dans le fond, on est manufacturier et distributeur de la marque et designer. On vend autant en magasin qu'en ligne, donc je vends wholesale et retail en même temps. Voilà. Je m'appelle Andréane Marquis, je suis propriétaire de la boutique en ligne Women's ou Womance. Mon père dit que c'est Womance, fait que c'est comme vous voulez. C'est une boutique en ligne, là. D'ailleurs, si vous allez sur la boutique aujourd'hui, elle est fermée. Elle se fait une petite cure de rajeunissement pour ouvrir demain matin. On a parti en ligne. Dernièrement, on a terminé une tournée de centres d'achat. On a fait 9 pop-up stores en 12 mois, dans 9 villes différentes. Là, dans le fond, on est arrivé dans les centres d'achat. On a pris des locaux vides parce qu'il y en a un peu. Puis on a amené notre stock, on a mis ça là, puis on repartait. Puis c'est ça, on est majoritairement en ligne, mais peut-être qu'on va sortir du en ligne un jour. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment intéressés par votre modèle d'affaires, ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez, selon vous, qui est différent de ce qui se faisait il y a comme 10, 20 ans dans le détail, la création, la mode? Est-ce que vous le sentez, la différence, puis est-ce que vous êtes capable de l'exprimer? Oui, l'exprimer, je ne sais pas, mais si je la ressens, oui. En fait, moi, je pense que la différence, c'est que maintenant, on inclut beaucoup le client dans le processus de création. Donc, moi, par exemple, je vais toujours demander aux gens quelles couleurs ils aimeraient avoir prochainement, ou si je reçois des échantillons, je vais leur montrer, je vais leur demander, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez? Comme ça, non seulement on a un lien direct avec eux, donc ils ont un sentiment d'appartenance plus fort au produit, mais en plus de ça, ça nous permet de savoir exactement ce que notre client veut avoir prochainement. Donc, est-ce que c'est la même chose pour vous? Pour moi, je ne la vois pas tant la différence. Je pense que les canaux de distribution sont différents. Je pense que la façon de présenter une marque est différente, mais il y a toujours eu des brands. Il va toujours en avoir. Je pense que maintenant, il y a différents brands, des plus jeunes, des plus actuels peut-être. Puis c'est normal aussi que d'anciens brands qui ne sont pas renouvelés finissent par mourir puis laisser la place à d'autres. Je le vois un peu comme ça. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, on inclut beaucoup plus le client, je crois. Je sais pas pour le passé, mais j'ai l'impression aussi qu'on les inclut beaucoup puis qu'on parle beaucoup de communauté maintenant par rapport à avant. Ouais, je pense que ce qui est peut-être bon pour notre génération d'entrepreneurs, il y a peut-être le fait moi, personnellement, je suis vraiment naïve, là. J'essaye plein d'affaires que je me dis que si j'avais demandé conseil à quelqu'un qui était dans le commerce au détail, il m'aurait dit, mais fais donc pas ça. Puis finalement, ça fonctionne. Je pense que le fait d'être, le web, les réseaux sociaux nous permettent de tester des choses à moindre coût et à plus grand impact. Et je pense que justement, puis comme Elisabeth dit, on travaille avec les clientes, on teste, là, on fait des tests. Si elle n'aime pas ça, on ne recommande pas, on arrête, on fait autre chose. Fait que je pense qu'avant, peut-être, surtout pour le commerce au détail physique, on ouvrait une boutique en centre d'achat en se disant, on est en centre d'achat, viens à nous. Maintenant, on ouvre une boutique en centre d'achat, puis on dit, viens à nous, puis on va te chercher. C'est plus juste d'être là pour être là. Je pense qu'il faut se démarquer, puis la compétition est encore plus grande qu'elle était par rapport à ça. Vous avez quand même développé votre branding rapidement. Vous êtes des femmes d'affaires qui avaient un certain succès et vous êtes beaucoup sur les gens regardent ce que vous faites. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez des mentors? Est-ce que vous avez des entreprises locales ici ou des entrepreneurs ou même internationalement qui vous inspirent? Comme tu disais, il y en a qui, j'aurais aimé ça savoir des fois des choses par rapport à des entrepreneurs, ce qu'ils ont fait. Puis, est-ce que vous en avez des mentors ou pour l'instant, vous êtes tellement ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps? Moi,
depuis que je suis jeune, j'écoute beaucoup de conférences. Quand j'étais au secondaire, j'allais au cours d'université de ma tante qui étudiait en business aussi, puis tout. Donc, c'est sûr que toutes ces personnes-là, ces professeurs-là, ou ceux qui venaient de parler de leur expérience, comme je l'ai fait aujourd'hui, ça m'a vraiment beaucoup aidé, puis ça m'a inspiré à aller vers où je voulais aller. Mais sinon, tu sais, honnêtement, ma famille est en business, mais plutôt en construction, donc pas vraiment en mode. Mais tu sais, j'ai vraiment toujours aimé juste la business en général. Puis tu sais, je me vois plus tard je suis déjà dans d'autres projets en fait, mais je me vois vraiment juste être en business en général. Puis c'est sûr que la mode, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça veut pas dire que c'est dans ce que je vais rester tout le temps. Donc c'est ça. Pour ma part, je n'ai pas de mentor. Je suis un petit peu solitaire dans mes décisions. Ben, j'essaie de faire participer l'équipe autour de moi, mais on dirait que ça a tout le temps été juste des actions, 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 puis je me suis jamais posé vraiment de questions. Je le faisais. Aujourd'hui, je pense que vu que ça grossit tout le temps, je commence à avoir envie de plus m'entourer, puis d'aller voir d'autres entrepreneurs à succès à Montréal ou au Québec, d'approcher des CEO de grosses compagnies pour leur demander leur avis. Mais c'est pas quelqu'un en particulier, c'est vraiment j'ai une question en particulier, ben je vais aller voir tel CEO ou tel autre. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je commence à en avoir besoin pour passer peut-être au next level. Moi, c'est exactement le même discours. Moi, j'ai pas de mentor. J'ai toujours pensé qu'un mentor, c'était comme un coup de cœur, là. Je sais pas, qu'on rencontrait quelqu'un à un moment puis que ça cliquait. Moi, ça m'est pas arrivé encore. Si jamais quelqu'un a envie qu'on se rencontre ici, ben, je suis libre. Mais non, puis c'est à peu près la même chose. Moi, je suis rendue là. Des fois, je me pose des questions qui vont au-delà de mes compétences. Puis, ben c'est ça, tu sais, comme je disais tantôt, mon père, il est sûr, s'appelle Womance. Mon père, c'est comme mon meilleur ami, mais tu sais, il n'y a pas Internet. Fait que quand je lui pose des questions pour m'aider, il est un peu pas là. Fait que, mais c'est ça. Puis, comme un peu Sophie a dit, moi, je suis vraiment une fille d'instinct. Là. Ce que je file pas, ce que j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Fait que ça a toujours été ça qui m'a guidée. Sauf qu'il vient un moment où il y a beaucoup de zéros derrière les chiffres. Donc, ça a l'air que l'instinct, bof, la banque est comme bof, ça va te prendre plus. Fait que je vais peut-être avoir besoin d'un peu plus d'aide à ce niveau-là. Parce que vous avez chacun votre parcours assez particulier. Est-ce que vous sentez que vous étiez des femmes d'affaires jeunes ou vous avez vu une opportunité puis vous êtes lancées et vous dites OK, je suis capable, je vais le faire ou je me lance ou je calcule pas trop parce que je le ferai pas, mais ou pensez-vous que c'est inné? Est-ce que vous pensez que vous êtes née avec des talents de femmes d'affaires? Inné, je pense que oui. Je pense que ça vient soit dans le sang. Je sais pas. Honnêtement, je pense que j'ai toujours été une femme d'affaires. Quand j'avais 14 ans, je vendais des téléphones cellulaires que j'achetais sur le black market sur Facebook, ce n'est pas illégal, et que c'était des usagers, puis j'y revendais la même journée un petit peu plus cher, fait que c'est comme ça me faisait de l'argent. Puis j'ai toujours eu de la misère un peu socialement, donc moi me trouver un emploi en entrevue, j'étais vraiment pas bonne. Donc il fallait que je devais, moi à partir de 12 ans, je devais comme acheter mes vêtements par moi-même et tout, donc je me suis démerdée par moi-même, si je peux dire. Et je pense que c'est vraiment ça qui a été, je pense que depuis que je suis jeune, j'ai toujours fait ça. Donc j'ai déjà travaillé dans un bureau, puis ça n'a pas duré très longtemps. J'étais pas à ma place. Je pense que oui. Je pense que c'est inné à quelque part parce que tu as certaines qualités. Là. Moi, je me rappelle que j'étais très débrouillarde, très autonome. J'aimais ça foncer tout le temps, faire des projets. Est-ce que je savais que j'allais être une femme d'affaires? Je ne le sais pas. Puis je me considère même pas encore à ce jour, je pense, comme vraiment une femme d'affaires. Des fois, je me sens un petit peu fausse là-dedans. Je me voyais vraiment plus comme une artiste quand j'étais jeune. Moi, c'est sûr que je suis aussi designer, puis c'est la partie que je préfère le plus, c'est le design, c'est vraiment toute la création, tout cet aspect-là. On dirait que c'est venu un peu par défaut qu'il fallait que je commence à gérer une compagnie, puis que ça m'est arrivé par hasard de même, là, vraiment. Perso, moi, je ne savais pas là, que j'allais me ramasser là. Quand j'ai décidé de lâcher mon emploi pour m'ouvrir une boutique en ligne, j'étais attachée de presse du ministre de l'Éducation, là, fait que je travaillais en politique. Il n'y avait vraiment aucun lien. Sauf que mes parents m'ont répété toute ma vie qu'on allait passer le tiers de notre vie à travailler, donc c'était important de faire quelque chose qu'on aimait. Des fois, j'ai l'impression que je sais pas ce que je fais, mais j'aime vraiment ça. Fait que je me dis, c'est ça. C'est comme, moi, j'étais sûre que, pour vrai, là, moi, quand j'ai créé Woman, j'ai googlé boutique en ligne, puis je pensais que j'allais faire ça pendant 50 ans partiel. C'était vraiment ça, puis ça me dérangeait pas. Je me dis, à un moment donné, je vais me découvrir une passion. D'arriver de même, là. Puis je pense que, justement, c'est ce qui fait peut-être ce qui différencie, c'est vraiment la mode d'entrepreneuriat des temps-ci. Là, tout le monde veut se partir en affaires. Ça différencie ceux qui veulent avoir le titre d'entrepreneur et ceux qui sont entrepreneurs. Souvent, ça nous arrive dessus, puis on tricote, on avance, puis poup, puis on réussit du mieux qu'on le peut après.
Est-ce que vous dites que vous êtes plus des femmes d'affaires ou plus vous êtes plus créatrices et plus des artistes? Personnellement, je dirais plus femme d'affaires que créatrice ou artiste. Je pense que mon produit me représente un peu. Là, c'est des maillots de bain qui sont quand même un modèle assez simple, mais moi, je pense que mon talent, c'est plus de faire la promotion d'un produit, donc de rendre quelque chose de peut-être un peu simple à avoir un gros branding autour, puis avoir une belle image, puis que les gens ils le reconnaissent. Puis je pense que moi, je suis très marketing, là, promotion et produit, fait que je pense que je suis plus femme d'affaires. Moi, je pense que pour les mêmes raisons, marketing et branding, mais je me vois beaucoup plus comme une artiste. On dirait qu'à travers ce Call of Lingerie, j'ai tout le temps essayé de véhiculer des messages forts, autant féministes, tu sais, vraiment sur la production aussi responsable, sur un million d'autres sujets. Puis je pense que j'essaie vraiment, parce que j'essaie de véhiculer beaucoup des messages comme ça à travers mes collections, je pense que je me vois plus comme une artiste, définitivement. Moi, perso, c'est peut-être un peu comme Elisabeth, là. Je crée rien de A à Z. J'aimerais ça. Le plus loin d'artiste que j'ai, je joue du piano, là. Quand j'étais jeune, je ne me souviens même plus comment faire. Mais, tu sais, j'ai pas ce processus-là. Je sais pas si j'ai pas cette patience-là, mais en tout cas, moi, ceux qui créent de A à Z, je trouve ça vraiment beau. Puis j'aimerais ça avoir comme cet esprit-là, mais je sais pas. Moi, c'est plus l'idée tu sais, je pense que les acheteurs ont des cours pour devenir acheteurs, là, puis moi, j'achète ce que j'aime. Fait que, tu sais, on vend pas de robes serrées parce que j'aime pas les robes serrées. Désolée. Mais, tu sais, ça se passe, c'est peut-être pas une bonne idée pour les filles qui aiment les robes serrées, qui voudraient acheter des robes serrées, mais, tu sais, j'aime pas ça, les robes serrées, puis j'en achète pas. Fait que ma lignée est comme ça, puis, mais j'espère un jour peut-être comme développer mon côté plus artiste, là, j'aimerais vraiment ça. En même temps, votre parcours a fait que votre nom, votre personnalité, votre image est beaucoup associée à votre marque. Est-ce que ça a été un choix? Puis en même temps, est-ce que ça vous fait peur parfois? Parce que s'il arrive quelque chose, un peut affecter l'autre ou a déjà affecté l'autre très directement. Est-ce que vous voulez parler un peu de ça? Oui. OK, je commence toujours. OK. Dans le fond, c'est sûr que... Est-ce que je peux réfléchir un peu? Est-ce qu'on peut... Non, ben, vous pouvez aller... Moi, je peux en parler, mais moi, j'ai jamais voulu m'identifier à ma marque. Je suis vraiment introvertie comme personne. Je suis plus en arrière. J'aime ça être en arrière de la caméra, être en arrière des collections et tout ça, mais j'ai jamais voulu me mettre de l'avant. C'était un petit peu contradictoire parce que ma marque porte quand même mon nom de famille. Sauf que je me rappelle d'être dans un cours de marketing puis m'avoir un prof qui m'avait dit que le S, le O puis le K, c'était les lettres les plus marketing. Puis là, j'avais fait comme, ça y est, j'ai mon logo. Puis j'ai vraiment pas pensé 2 secondes. Sauf que par après, quand j'ai lancé ma marque, je voulais vraiment pas être admise de l'avant. Je voulais vraiment que ce Call of Lingerie soit une identité à part. Puis on dirait que les gens veulent tout le temps voir c'est qui en arrière. Ils veulent tout le temps. Tu sais, nos petits BTS, ils marchent tout le temps plus que nos collections. Les petits, à chaque fois qu'on montre le behind the scenes, ça marche énormément. Fait qu'à un moment donné, tu ressens le besoin de, oui, t'exposer tout ça, mais c'est un petit peu contre ma volonté pour moi. Perso, nous, quand on a créé la compagnie, c'était juste sur mon image. C'était moi qui étais la mannequin, c'est moi qui étais tout. C'est quelque chose que je déteste à un niveau supérieur, là. J'aimais vraiment pas ça. J'ai super mal là-dedans, mais c'était un passage obligé. Ça a été beaucoup plus difficile pour nous de faire connaître la compagnie sans utiliser mon visage. Moi, je m'étais fixé un but d'1 an et demi à 2 ans. Là, ça fait 3 ans que la compagnie existe et ça fait environ 1 an et demi qu'on n'utilise plus mon visage, puis c'est de loin la plus belle chose qui m'est arrivée. Sauf que, business-wise, c'était pas nécessairement la meilleure idée. Nous, nos ventes ont chuté, les entrées sur le site ont chuté, tout a chuté, mais je tenais et je persistais à ce qu'on n'utilise pas mon visage parce que c'est pas ça que je veux. Puis je me sentais vraiment pas bien, je me sentais pas comme l'entrepreneur que j'avais envie d'être à travers ça. Puis à un moment donné, la montagne a comme remonté, les filles, les clientes ont commencé à s'habituer. Puis moi, le rôle d'entrepreneur, ce que j'aime le plus, je l'ai dit aux filles tantôt, moi, je fais des conférences dans les écoles, j'aime ça aller voir les jeunes, j'aime ça. Moi, c'est ça qui me draine, d'avoir des projets, d'avoir des idées que tout le monde me dit, ça n'a pas de bon sens, on le fait, c'est drôle, ça marche. Fait que c'est pas d'être la visage de ça. Fait que ça a pris du temps, mais aujourd'hui, je suis vraiment contente, puis on me voit plus quasiment, on me voit plus dans le fond sur la boutique, là. J'existe plus, puis c'est de loin la plus belle chose qui m'est arrivée. Moi,
En fait, je dirais, on me voit presque plus sur la boutique. En fait, sur le site web, on me voit pas, je pense. Mais sur le Instagram, j'ai peut-être une photo sur 30 que ça va être moi. On me voit vraiment de moins en moins. Par contre, sur ma page personnelle, là, je fais vraiment la promotion de ma marque. Donc, j'ai l'impression que je suis plus... OAKA est plus... Quand on pense à moi, on pense à OAKA, mais quand on pense à OAKA à l'international, au Québec, c'est sûr qu'on pense à moi parce que, tu sais, on voit tous les trucs d'entrepreneurs et tout. Mais à l'international, je pense que OAKA est mis à part. Puis on a beaucoup aussi d'influenceurs puis de personnes qui font la promotion à l'international qui sont autres que moi. Puis, tu sais, il y a souvent du monde qui ne savent pas que je suis en arrière de OAKA, par exemple. Juste sur ma page, ça va être écrit owner de OAKA Swimwear, mais sur OAKA Swimwear, ça ne va jamais écrire que c'est moi le owner. Fait que je pense que au début, par contre, ça a vraiment été un outil qui m'a aidé. Puis moi, j'aimais beaucoup ça. J'aime beaucoup ça en parler sur ma page. Puis, tu sais, c'est un choix, là, si on aime ça ou si on n'aime pas ça. Mais c'est ça, non. Moi, j'aimais vraiment ça. Puis c'est ça qui m'a vraiment aidé au début parce que j'avais pas les moyens de marketing, donc de payer des gens et tout. Donc, d'avoir ma page, ben, c'est sûr que ça a fait un élan de départ. Puis ensuite, ben, on est parti avec ça. Mais maintenant, je dirais pas que je suis trop associée non plus. Est-ce que par rapport à l'international, comme tu parles, est-ce que pour vous, c'est important, vos origines, de communiquer ça dans le branding ou vous préférez être une marque qui est reconnue comme une marque internationale? Sur la page de OAKA, je dirais que c'est plutôt, ça ne le dit pas vraiment que ça vient du Canada. C'est sûr que, par exemple, si je fais des apparitions à télé et tout, je vais en parler sur la page de OAKA, donc oui, les gens savent, mais ce n'est pas nécessairement notre branding en général. Sinon, sur ma page, ben là, ça, c'est sûr que les gens ils savent plus. Nous autres, on s'est beaucoup identifiés comme fait à Montréal, puis ça nous a beaucoup aidé au début, fait qu'on l'a poussé énormément. C'est sûr qu'après ça, on distribue dans le reste du Canada et aux États-Unis, puis ça perd un petit peu l'importance, là, je dirais. Je pense que les gens aiment quand même ça, que ce soit fait ici, puis je pense que comme quand même tient l'appartenance avec le reste du Canada. Mais ça nous a aidé au début, mais oui, on essaie de tout le temps d'avoir l'air plus international que ça, mais c'est tout le temps comme à gager un petit peu. On a quelques points de vente aux États-Unis, puis je pense même pas qu'ils savent où est-ce que c'est fait exactement ou quoi que ce soit. Perso, dans notre cas, justement, on lance un nouveau site demain, si tout va bien. Puis, notre site n'était pas en anglais, il ne l'est pas encore, il va l'être à partir du temps des fêtes. C'était pas une priorité pour moi au début là, de dire ben on va y aller worldwide en partant. Puis pas que ça me parle pas encore aujourd'hui, mais je pense qu'il y a tellement quelque chose de cool à faire avec le Québec. Puis, tu sais, justement, nous, en se promenant de centre d'achat en centre d'achat, je sais pas, tu sais, tu rentres en contact avec les filles. Puis, je pense pas que le but, en tout cas, moi, je me dis, mon but n'est pas nécessairement de rouler 100 millions de chiffre d'affaires puis être worldwide. On peut commencer par un 15 puis un 20 millions, puis on verra après, tu sais. Puis, je pense qu'au Québec, on est capable de sortir une bonne part. Puis, ça m'a pas encore parlé. C'est sûr que nous, on est en processus de trademark pour les États-Unis. Women's au Québec, c'est une chose, mais aux États-Unis, les autres, ils virent sur le top. Là, ils sont comme Women's, bromance, what the fuck? Ils sont comme. Ça leur rentre dans la tête. À chaque fois que je parle avec mes distributeurs, ils sont comme. Parce qu'on ils demandent, ça vient de où, Women's? Puis c'est comme, ben, s'il y avait de la bromance, on a créé de la woman's. C'est simple. Fait qu'on se dit, bon, ben, il y a quelque chose à faire là-bas, avec ça, mais on regarde ça avec le temps. Ça fait 3 ans que Women's existe, fait on y va step by step. Est-ce que vous sentez des comportements d'achat en ligne qui fait, est-ce qu'ils achètent 2 unités de différentes grandeurs, puis retournent l'autre? Est-ce que les gens sont gênés de retourner? Est-ce que les gens vont en magasin en premier essayer, puis là, ils savent c'est quoi leur grandeur, justement, puis ils retournent après ça en ligne? Est-ce qu'il y a des comportements que vous reconnaissez par vos... Moi, je vois beaucoup de fidélité. C'est difficile à dire après ça s'ils sont allés l'essayer ailleurs en premier ou qu'ils l'ont essayé en premier sur notre site web. Mais dès qu'on a lancé le site Internet, je me rappelle, j'arrêtais pas de me faire dire, ben non, les filles ne s'achèteront jamais des soutiens-gorge en ligne. Puis finalement, on en vendait, puis on en vendait, puis on en vendait. Notre gros succès, par contre, c'est vraiment les petites bralettes qui sont offertes en small, medium, large. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour un client d'acheter ces tailles-là, puis c'est qu'est-ce qu'on vend le plus en ligne, mais on vend très bien des soutiens-gorge aussi. Fait que c'est vraiment difficile à dire de où ils proviennent. On réussit des fois à reconnaître, là, ou à faire des petits surveys pour savoir d'où ils viennent, mais je pense que de là, la nécessité de faire un tout, que le client sache qu'il est disponible chez Simons, puis qu'ils peuvent l'essayer, puis qu'après ça, ils vont se ramasser sur notre site Internet ou vice-versa. Fait que c'est ça.
sais, les gens vous écoutent, vous êtes comme synonyme des nouvelles technologies, des tendances, de tout ce qui se passe de nouveau. En même temps, il y a l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle qui s'en vient. Est-ce que vous sentez que vous allez être les premiers à adopter ces technologies-là? Est-ce que vous sentez une pression? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que vous sentez que ça vous fait peur? Comment ça vous fait réagir, les nouvelles technologies qui s'en viennent? Oui, moi, on dirait que c'est même pas au niveau. Tu sais, on dirait, mettons, l'imprimante 3D, je vois pas vraiment comment que ça va pouvoir m'aider à. Je vais pas faire des soutiens-gorge en impression 3D. Je vois des choses aussi de scan pour mesurer le corps. Je vois des choses comme ça, mais on dirait que ça m'appelle pas encore. Je vois pas vraiment le besoin, puis j'ai pas le goût de créer des besoins non plus aux clients, parce que je pense qu'ils réussissent à trouver leur taille dans qu'est-ce qu'on offre. Sinon, les logistiques qu'on voit plus, c'est les logistiques que les majors utilisent déjà. C'est des ERP, c'est des logiciels vraiment à l'interne pour faciliter un petit peu l'administration ou la gestion d'inventaire, toute cette partie-là. Où est-ce qu'on a été vraiment, qu'on a parti un peu le bal, je pense que c'est plus l'histoire des réseaux sociaux, c'est de savoir c'est quoi le next step, parce qu'Instagram commence pas qu'il commence à réduire un peu les views, mais il y a tellement de majors. Aujourd'hui, tu as Tylenol, tu as le papier de toilette, tu as tout le monde qui essaye de pousser de la même façon qu'un petit brand qui a un beau branding. Tu vois des grosses compagnies essayer de pousser des choses avec des influenceurs, fait que là, on dirait qu'on est comme un petit peu perdu sur Instagram. Bon, en tout cas, moi, je ressens ça, là, je ressens qu'on commence à se perdre un petit peu sur Instagram, puis j'ai hâte de savoir c'est quoi le prochain step, puis j'ai le goût d'être sur le prochain média. Je pense que côté intelligence artificielle et tout, moi, je le rejoins vraiment, là, puis je pense que ceux qui vont y toucher, c'est les très, très gros joueurs qui vont avoir l'argent pour le faire. Est-ce que ça va leur être bénéfique? Who knows? On verra. Mais tu sais, on vend du linge, là. Fait qu'il faut se rappeler qu'on vend du linge. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai bien beau avoir savoir que ta longueur de tibia est plus longue que la moyenne. Toi, si ton pantalon, tu l'aimes plus court. Oui, puis clairement, même moi, je suis manufacturière, puis tu sais, il n'y a rien à faire, là. Oui. Ben, tu sais, ça, c'est des milliers de dollars. Moi, je suis comme, puis il y a toujours, tu sais, puis c'est correct parce que moi, j'aime ça parce que souvent, l'intelligence artificielle est développée par des jeunes qui sont doués, sont bons. Ils ont toujours la recette qui va faire que tu vas vendre 20 millions en 2 jours. Puis je suis comme, je ne crois pas. Mais tant mieux. Mais je pense que ça va être utilisé par les très, très gros joueurs. Puis, tant mieux pour eux. Ils m'achèteront, dans le fond. C'est pas vrai. Toi, tu es très près de ton consommateur. Right? Tu es très près de ton consommateur, de ta cliente. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que les données est-ce que tu es capable d'enregistrer ces données-là et de les analyser ou c'est vraiment encore ton instinct qui excuse-moi. Non, mais c'est ça qui dicte un peu tes décisions. Oui, bien, en fait, je dirais que c'est vraiment mon instinct, mais selon ce que je vois. Donc, je ne vais pas nécessairement analyser le chiffre exact de telle affaire avec des graphiques, des trucs comme ça. Mais, tu sais, je vais toujours aller lire les courriels, même si ce n'est pas moi qui réponds. Je vais toujours lire les messages, les reviews, tout ça. Comme ça, je sais exactement qu'est-ce que les gens veulent. Je vais aussi beaucoup suivre mes compétiteurs puis les autres personnes dans la communauté. Donc, combien vous avez d'employés? Dans l'entrepôt, on est 16, puis dans l'admin, on est 5. OK. Toi, Sophia? 8-9. 8-9. C'est drôle, je parlais tantôt que j'ai congédié tout le monde, ça a l'air vraiment poche. Mais nous, dans les derniers temps, c'est con, là, mais nous, on s'est comme rendu compte que je voulais tester la décentralisation. Là. Puis c'est ça que je disais à Sophia tantôt qui moi, me dérange un peu, mais souvent, des fois, au Québec, on calcule la réussite d'une entreprise au nombre d'employés de celle-ci. Je pense pas que c'est nécessairement ça qui fait que tu réussis. Nous, on était à 7-8 employés à temps plein, puis je me suis comme rendu compte, je me suis dit, bon, ben tout le monde fait vraiment quelque chose de bien, mais si je vais chercher chaque personne vraiment bien, ça fait qu'on a vraiment décentralisé. On a pris un gars de pub à contrat à Montréal, une fille des réseaux sociaux à contrat à Montréal. Il y a 2 employés dans l'entrepôt, puis il y a moi qui gère toute l'admin, puis le reste, on sous-traite tout à petits contrats, l'agence web, le site Internet, tout est tout. Ça fait qu'il y a un très grand bureau vide, là, mais ça a fait que finalement, on est comme été chercher des gens vraiment de l'expertise. Ouais. C'est drôle, mais c'est à petits coups, là, parce que, tu sais, ne me remets pas de la pression, mais le gars de pub, son but, c'est que les ventes augmentent. Ben, ton objectif, c'est ça dans le mois. Lui, il a juste à faire. Tu sais, lui, s'il est bon pour faire ça, il peut le faire pour 20 business en même temps. Hey, il en bille, là, puis ça roule ses affaires. Fait que, tu sais,
Nous, c'est comme un peu la recette gagnante qu'on a trouvée dans les derniers temps. Puis après ça, c'est de la main-d'œuvre en entrepôt, puis pour la manutention des stocks qui naturellement, n'est pas remplaçable, quoi que ce soit. Je posais la question parce qu'au début, quand vous avez commencé, vous étiez toute seule, là, ou peut-être avec une amie, ou la mère, ou le père, ou toute la famille. Puis maintenant que vous avez une équipe, puis vous gérez des sous-traitants, gérez des fournisseurs, gérez des entrepôts, des espaces, qu'est-ce qui vous manque le plus de quand vous avez commencé? Est-ce qu'il y a des choses desquelles vous vous ennuyez parce que vous êtes rendu un peu trop gros pour gérer tout? Ben, honnêtement, le seul truc que je pourrais dire que je m'ennuie, c'est gérer tout. Okay. J'aimais ça dans le temps que je faisais tout, tu sais. Moi, j'étais vraiment du genre que j'écrivais des petites lettres, genre dans mes enveloppes, puis des trucs de même. Fait que là, c'est sûr que d'avoir d'autres personnes qui le font, je suis contente, mais tu sais, des fois, j'aimerais ça. Mais je le fais encore, en fait, c'est pas vrai. Mais non, je fais encore un peu de tout. À part les papiers de comptabilité, ça me rejoint pas vraiment. Donc, si je peux dire quelque chose que je suis contente de ne plus faire, ce serait les papiers de gouvernement. Ça, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais, moi aussi, j'aimais vraiment ça tout faire. J'ai même trouvé ça difficile d'engager, d'avoir autant de... pas autant d'employés, on n'est pas une multinationale, mais dans le sens que c'est quand même beaucoup de gens qui te posent des questions à longueur de journée. Fait que toi, ton travail, mettons que je me suis gardé tout le design, des fois, je l'avance moins bien parce que j'ai beaucoup de gens à gérer. Puis les ressources humaines, c'est un domaine que je connaissais pas. C'est beaucoup de caractères différents à essayer de te plier à chacun des caractères, à essayer de comme parler de différentes façons à tout le monde. Moi, sérieusement, la ressource humaine, c'est pas... je dirais pas que c'est pas mon fort parce qu'en même temps, j'adore tous mes employés puis on s'entend tous vraiment bien puis ça va super bien. Mais justement, au contraire, je pense que je suis très humaine. Puis moi, renvoyer quelqu'un, ça me brise le cœur. Puis tu sais, on risque de brailler toutes les deux pendant que je te renvoie là. Tu sais, fait que c'est sûr que comme gérer du monde, c'est vraiment quelque chose là. Ouais, c'est de justement engager ou renvoyer là surtout, c'est vraiment la pire affaire. Non, moi, je l'ai pas pantoute. Puis moi, en plus, j'ai été élevée qu'avec des gars. J'ai 3 frères plus vieux, là. Fait que les filles, je suis comme... Ça a vraiment été tough. Puis, mais Qu'est-ce qu'ils ont, les filles? Ben, c'est pas qu'ils ont quelque chose. C'est juste que, comment dire... C'est genre, c'est juste que moi, là... croche, Ben, demander de faire ça, c'est ça. Puis moi, là, j'ai beaucoup... Tu sais, je vis beaucoup mes émotions. Fait que faut pas qu'il y en ait 2 qui vivent beaucoup parce que c'est sûr que ça va mal finir. Fait que, tu sais, puis quand j'ai commencé à avoir des employés, tu sais, je sais pas si vous l'avez vécu, mais moi, je l'ai vraiment vécu, là, mais j'étais vraiment toute seule. Quand j'ai commencé, j'étais toute seule à un point tel d'être toute seule. Et on m'avait dit qu'il fallait que je déménage à Montréal faire de la business. Je m'étais trouvé un condo à Montréal, j'ai déménagé à Montréal. Tu sais, moi, ma famille vient de l'Île-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent. Ils ont jamais été à Montréal, là. Fait que, tu sais, mes amis étaient tous à Québec. J'avais pas d'amis ici. Je suis dans un 4,5 qui était gros comme un 1,5. Je pouvais pas faire de saumon dans le poêlon parce que j'avais des vêtements sur le divan, tu sais. Puis j'étais vraiment toute seule. Fait que quand j'ai commencé à avoir des employés, c'est comme si, tu sais, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais c'est comme si j'avais associé la réussite de l'entreprise à ces employés-là. C'est comme si c'était une bouée de secours à chaque fois. Puis je m'attachais à eux autres, puis je me disais, OK, sans eux autres, là, je pourrais jamais y arriver. Puis ça faisait qu'à chaque fois, ben, dépendamment sur les gens sur qui tu tombes, c'est pas toujours bon. Parce que nécessairement, il y a des gens qui en prennent plus, qui sont supposés en prendre. Bref, moi, ça m'a comme appris avec le temps que, tu sais, à la fin de la journée, là, les gens qui font exactement ce que cette entreprise-là est, c'est les gens qui m'entourent. C'est mes amis, c'est ma famille, c'est mon copain. C'est les gens qui me rendent heureux dans le day-to-day. Puis, tu sais, même si je fais faillite, là, ma vie va continuer puis ça va bien aller. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, ben justement, c'est là qu'est arrivé le fait de comme décentraliser. Puis, quand là, la fille des boîtes prend congé, c'est moi qui fais les boîtes. Tu sais, c'est pas drôle, là. Puis, souvent, mes amis sont comme, t'engages du monde. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui vient m'aider. Il y a toujours un ami qui, à un moment donné, m'a dit, s'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Là, c'est sûr, j'appelle cette semaine-là. Puis, on est 3, 4, on fait des boîtes. Mais, tu sais, de refaire ça, moi, j'ai jamais été aussi proche de mes clientes. C'est fou quand je fais la boîte à genre Anne-Marie qui commande à chaque semaine, je suis comme, Anne-Marie a encore commandé, trop nice. Puis là, je vois qu'elle commande un médium. Ça y prend un small là-dedans. J'y écris, tu sais, puis... Mais, tu sais... C'est Anne-Marie de Vancouver? De où? Anne-Marie de Vancouver? Non. OK. Non. Non, c'est pas elle. Non, je pense tellement excitée, là, elle dit, elle va me reconnaître par mon nom, là, si tu dis que... non, mais bref, moi, c'est comme
ça, puis à chaque fois, je le fais parce que, tu sais, nous, on roule beaucoup, on a changé de fournisseur, on travaille avec des nouveaux fournisseurs, puis tu vois des choses que tes employés ne verront pas, tu sais, il y a des fins de finition qui ne sont pas faites, des petites cordes qui dépassent qu'eux ne voient pas, tu sais. Fait moi, de faire, c'est con, mais faire les colis, il faut au moins une fois par mois, il faut au moins une journée, j'aille les 2 mains dedans. Ça me fait voir plein d'affaires que, tu sais, que j'ai pas vues, ça me fait du bien, puis je comprends, tu sais, elle me fait comprendre sa réalité, puis des trucs, fait que, tu sais... Est-ce que tu engages plus d'hommes, finalement, à cause de ça? Ben, c'est pas évident d'engager des hommes, je te dirais, dans le vêtement pour la femme. Mais je m'entoure que d'hommes, par exemple. J'ai un comptable, un avocat. Je travaille juste avec des gars le reste. Majoritairement, tu essaies des poignées cute. C'est un critère. Ouais. Ben, avant que je sois avec mon copain, je faisais ça parce que tu payes plus rapidement aussi. Je m'étais développé une technique, mais mon copain, il trouve moins ça drôle aujourd'hui, mais je suis comme, gars, ils sont là depuis le début, ils sont bons. Ils m'aident. Est-ce que vous voyez une différence entre les femmes et les hommes au travail? J'ai juste des femmes. Juste des femmes? J'ai un homme, mais... Ben sinon, tu sais, je peux dire mes contrats à l'externe, mes avocats, puis mes comptables, puis tout, c'est des hommes, mais... Non. Non. Mais Non, ça l'aide particulièrement parce que femmes aussi. les hommes, ils voient quelque chose de différent. Tu sais, moi, je me souviens quand on créait la politique de retour pour la compagnie, puis c'est quand même important d'avoir des bonnes politiques. Puis mon avocat m'a dit, il m'a appelé. Là, je commande une jupe, puis le zipper est brisé, là. Tu penses quoi? Puis j'étais comme, ben, je veux dire, on va le retourner. Ouais, mais là, si jamais la jupe, elle me fait pas. Tu sais, il pense direct que nous, des choses, on pense pas, tu sais. Puis lui, il m'a fait catcher parce qu'il m'a reposé une question à un moment donné, puis il m'a dit, ah, si tel paire de jeans n'est pas la bonne couleur. J'étais comme, ouais, mais c'est pas grave, là, tu sais, on va s'arranger avec quelqu'un. Ouais, mais tu sais, des jeans en ligne. T'as raison. Et moi, j'avais acheté des jeans. À pu d'en finir, puis je voulais vendre des jeans. Pour me rendre compte que c'est qui achète des jeans en ligne. Puis lui, il avait catché que jamais, tu sais, un gars, nous autres, les filles, on n'achète pas de jeans en ligne, à part la Levi's 501 qu'on sait telle taille depuis 12 ans qu'on achète les mêmes. Mais tu sais, le fait que ce soit un gars, moi, j'avais pas pensé à ça. J'étais comme, OK, il est tellement pensé direct. Ouais, on te parle de jeans, ça ne fera pas. J'ai fait, ah, il a raison. Tu sais, moi, en tout cas, j'aime ça pour ça, là, puis ils sont cute un peu. Moi, j'ai essayé de faire travailler mes chums, puis comme, tu sais, j'ai plein de types de bas de maillot, puis ils n'ont jamais compris la différence. Fait que j'étais comme, bon, je sais ça marchera pas. Fait que, finalement, on pense différemment. Ouais. Maintenant que vous êtes, tu sais, vous avez quand même atteint un certain succès, vous êtes établi, vous êtes reconnu, vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que vous dites, avec tout ce que vous savez aujourd'hui, quel conseil vous donneriez, tu sais, quand vous avez commencé? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment ou vous auriez voulu savoir en commençant? Ça vous aurait évité soit des erreurs ou du temps? Ou auriez-vous changé quelque chose dans votre parcours? Personnellement, non. Je suis vraiment contente de où est-ce que je suis. Puis, je suis contente des erreurs que j'ai faites, que j'ai appris. Puis, non. Je trouve que ça s'est trop bien passé. Je voudrais pas me dire quelque chose qui ferait que je ferais quelque chose de différemment parce que... Bon. Non, je pense que c'est ça aussi. Oui, on en a toutes fait 1 million d'erreurs, mais c'est juste de tout le temps se relever de ça, puis apprendre, puis continuer à progresser. Fait que non, je pense pas. Moi, perso, là, c'est ça, je leur disais tantôt, j'aurais fait une chose. Genre, des sous-vêtements, des maillots de bain. Tu sais, parce que là, ça fait beaucoup en même temps. Ça serait spécialisé dans un type Je me de serais produit. spécialisée dans un produit, tu sais, dans une chose. C'est quoi la Puis différence selon toi? Ben, je pense que ça fait que tu te concentres sur une chose, fait que tu pousses une chose, tu pousses une seule chose. Là, ça fait que nous, tu sais, du jour au lendemain, on se rend compte, c'est ça que je disais aux filles tantôt, tu te rends compte que tu deviens, tu sais, un genre de H&M ou un Zara, mais t'as pas moi, j'ai pas la capacité, tu vas au Zara, tu sais pas qu'est-ce que tu vas acheter. Sauf que chez nous, ben là, va falloir que ça va me prendre des années avant de te convaincre de venir acheter n'importe quoi chez nous, tu sais. C'est comme beaucoup en même temps. Puis c'est ça que je trouvais. Puis, admettons, à reculer, là, j'aurais pas fait ça tout seul. J'aurais assurément fait ça avec peut-être une de mes amies qui, elle, admettons, elle est super stratégique, planification, les chiffres. Je me serais accrochée avec, je serais partie. T'sais. Avec du recul, j'aurais jamais fait ça tout seul. C'est vrai. Moi, je suis d'accord aussi. On dirait que depuis le début, je suis toute seule. Puis à un moment donné, comme entrepreneur, justement, tu te poses tellement de questions, puis tu as le goût d'avoir les skills de quelqu'un d'autre, là. Est-ce qu'au contraire, vous regardez à vous diversifier pour avoir d'autres produits? C'est drôle, nous autres, non. Non, je me suis souvent fait demander des maillots de bain, des boxers pour hommes, toutes sortes d'affaires. Puis non, moi, je veux vraiment me rester spécialisée et devenir un peu une référence dans qu'est-ce que je fais. Je préférerais internationaliser, comme vraiment
comme développer différents marchés avant de développer d'autres gammes de produits, je pense. Est-ce qu'il y a des marchés que vous êtes certaines plus locales, d'autres vous êtes vraiment internationales? C'est quoi votre prochaine étape par rapport à justement au développement de marchés à l'international ou Moi, mon marché à l'international est quand même assez bien établi. Je veux dire, on l'est jamais assez, mais je continue de faire la promotion puis je vais en faire tout le temps des plus grosses. Nous, notre prochaine étape, j'ai toujours dit ma prochaine étape, c'est d'ouvrir des entrepôts à l'international, mais là, on a déjà un entrepôt en Europe, puis on est en voie d'en avoir un aussi en Australie. Donc, c'est quoi ton marché le plus, à part le Québec-Canada, le plus gros? Les États-Unis. Les États-Unis. Oui, les États-Unis en premier, ensuite l'Europe overall, puis ensuite c'est le Canada. OK. Fait que c'est pour ça qu'on a ouvert en Europe, puis on a aussi beaucoup de gens en Australie, donc c'est pour ça qu'on veut ouvrir aussi là-bas. Mais là, vu qu'on le fait déjà, je dirais que la prochaine étape, ce serait, un peu comme on disait tantôt, moi j'aimerais ça avoir des magasins, mais je veux pas, mettons, un magasin Carrefour Laval. Comme c'est pas vraiment... Pour moi, la brand Hoaka, ça a toujours été, on fait des ventes d'entrepôt, c'est 2 jours seulement, puis les gens attendent longtemps en ligne. Puis on dirait qu'il y a comme un sentiment d'exclusivité aussi à avoir le maillot de bain. Donc, pour moi, d'avoir des magasins, ce ne serait pas nécessairement pour faire plus d'argent ou quelque chose comme ça, mais ce serait plutôt pour l'image. Donc, on dirait que, mais j'ai souvent tendance à avoir un peu trop gros, là, mais moi, je suis comme, si j'ai un magasin, ça va être sur Times Square ou comme, ça va être à Hawaï, à Waikiki ou comme, des endroits stratégiques, même, à Bali ou des trucs comme ça, des endroits à vacances, dans le fond, que les gens vont s'acheter des maillots de bain, puis ça va nous faire du contenu à nous aussi parce qu'eux vont prendre des photos avec les maillots de bain. Puis on dirait que ça ne m'intéresse pas, mettons, d'avoir un magasin Carrefour Laval, puis là, les gens verraient que le magasin il est vide telle journée, puis là, tandis que si tu vas en voyage à Waikiki, puis tu es québécoise, puis tu vois un magasin Hoaka, qu'il soit vide ou pas, tu vas quand même faire comme « Wow, il y a un magasin Hoaka ici ». On dirait que c'est prochaine étape. J'aimerais ça. Nous autres, on focus Next Step, je dirais que c'est vraiment plus les États-Unis. On a déjà un représentant de vente là-bas et quelques magasins qui distribuent la ligne. Sinon, en ligne, on a quelques ventes qui proviennent des États-Unis, mais c'est pas, ça reste que majoritairement, c'est vraiment canadien. Fait que non, je dirais que les prochains steps, c'est vraiment de focuser plus sur les États-Unis. On a quelques demandes de l'international. On a un magasin justement à Bali qui distribue la ligne, un en Malaisie, mais c'est vraiment minime. C'est vraiment des petits joueurs qui ont appris à nous connaître sur Instagram et qui nous ont demandé de distribuer la ligne dans leur magasin. Fait que... moi, comme je disais tantôt, là, on va se concentrer sur le Québec encore. On regarde justement la possibilité peut-être de faire du vrai commerce au détail. Puis la prochaine chose qu'on fait, c'est la maternité. Vraiment s'en aller là-dedans. Quand on a créé les pop-up, on voyait les files de 200 filles devant les portes. Puis il y avait toujours comme au moins 15 poussettes. Puis les filles étaient comme, ouais, je suis allée au H&M à côté, c'est la même collection avant que je sois enceinte, puis mon bébé a 7 mois. Fait que, je suis comme, bon. Puis c'est vraiment un marché, je pense, qui est sous-exploité puis qui est cool. Je veux dire, la femme, en termes de business, c'est une acquisition de clients avant, pendant, après. Là, je veux dire, naturellement, souvent, les femmes deviennent enceintes. Là, fait que... Puis ils ont l'air abandonnés. Et moi, je suis comme, ben voyons, moi, toutes mes amies sont comme, non, tu comprends pas, quand t'es enceinte, tu peux pas, là. Puis, ils sont comme, on achète admettons, du 2-3 XL, mais je veux dire, 2-3 XL, pas des jambes, là. Fait qu'en tout cas, je suis là-dessus, là. Je regarde ça. C'est quoi qui vous rend le plus fier dans ce que vous avez accompli à date? Qu'est-ce que vous dites? Prenez-vous le temps de vous reculer puis regarder où vous êtes rendu puis dire, j'ai quand même accompli ça, je suis fière, ou est-ce que les gens autour de vous, les gens auxquels vous faites vraiment confiance, puis que c'est vos vrais amis ou de la famille qui vous disent « Ah, tu as fait ça, c'est incroyable ». Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de ce que vous avez accompli à date? Je sais pas, non. Oui, moi non plus. On dirait que non, on le prend pas ce temps-là. On dirait qu'on se laisse emporter justement par peut-être les autres affaires qu'on n'a pas encore faites. Moi, je pense que l'équipe que j'ai bâtie, c'est une réussite. Aujourd'hui, chacun des employés que j'ai, je les aime, puis c'est comme c'est une famille là. Quand ça va pas bien, tout le monde est là, tout le monde est solidaire. Quand ça va bien, tout le monde se félicite. Fait que c'est vraiment vraiment cool d'avoir ces gens-là. De là, encore plus, la raison pourquoi j'ai donc bien la misère à envoyer quelqu'un. Mais non, je dirais que c'est vraiment ça. Puis aussi, je pense qu'à travers le brand, comme je disais tantôt, on essaie de beaucoup de véhiculer des valeurs, une philosophie
des propos, je vais dire féministes, là, mais juste, je pense qu'ils sont juste actuels. Puis ça aussi, j'en suis fière. J'en suis fière de promouvoir ça. Je suis fière aussi de faire produire à Montréal. Souvent, on regarde les brands puis on ne sait pas où est-ce qu'ils sont faites les choses. Puis la réalité, c'est que c'est super difficile de produire à Montréal. Puis j'ai un gros challenge supplémentaire par rapport à mes compétiteurs. Fait que ça, je te dirais que c'est une fierté. Ouais. Moi, perso, je pense que c'est au nombre de messages qu'on reçoit puis qu'on se fait dire j'aimerais ça me partir en affaires, je trouve ça inspirant, je trouve ça le fun. Je pense que ça, moi, justement, ma famille, mon père n'a pas Internet, là, ma mère pas vraiment non plus. Ils sont comme déconnectés de tout ça, ils n'ont pas de réseaux sociaux. Fait que c'est drôle parce que moi, je leur parle en termes de soit de chiffre d'affaires ou de trucs pour qu'ils comprennent entre guillemets. T'sais. Mais sinon, ça me fait pas ce boom-là que souvent notre génération nous apporte. Ah, mon, tu as tant de personnes qui te suivent. Ça démocratise tout ça. Ça te ramène, au final, moi, je me dis, je fais ce que j'aime dans la vie, puis c'est cool, puis je vais travailler, puis à chaque jour, je suis pas capable de me lever après 6 heures parce que j'ai l'impression que je perds du temps, puis c'est pas une pression quand je suis fatiguée, je dors, mais c'est pas une pression de me dire, faut que je travaille plus, c'est juste que j'aime vraiment ça. J'ai l'impression que ça avance toujours plus. Je sais pas du tout où ça va aller, mais à chaque fois que je me couche le soir, je me dis, je fais la bonne chose. Puis quand ça sera plus ça, je pense que, je sais pas pour les filles, mais moi, j'ai l'impression que je vais pas faire ça toute ma vie. J'ai l'impression que, à un moment donné, justement, je savais pas que j'allais aimer ça, le commerce au détail. J'ai l'impression que, je sais pas, à un moment donné, je vais aimer quelque chose d'autre, puis je vais juste faire d'autres choses, puis la vie va en décider ainsi, puis c'est à peu près ça. Tu parlais, Sophia, d'enjeux de main-d'œuvre, puis c'est difficile de faire produire ici, mais tu continues à garder ces valeurs-là. Est-ce que vous avez d'autres enjeux qui font que c'est difficile de faire des affaires, peut-être au Québec, ou est-ce que, par exemple, le financement, avez-vous accès à du financement? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées dans notre système, dans l'écosystème, pour vous faciliter votre travail, vous encourager à continuer ou encourager les jeunes à aller en affaires au Québec? Bien, moi, récemment, j'étais allée c'était une espèce de conférence sur les importateurs, sur les exportateurs manufacturiers du Québec. Fait que j'avais été comme conviée à faire partie de ce regroupement-là. Je me suis pointée là, puis devant nous, il y avait, je sais pas, BDC, Fonds de placement de ci, le gouvernement de l'exportation, comme qui nous parlait, puis que je parlais justement beaucoup d'innovation logistique, là, vraiment de l'argent qui allait être mis dans l'innovation informatique ou dans la programmation et tout ça. Puis là, ils nous parlaient des millions de dollars qu'ils avaient mis sur le marché pour tout ça. Puis là, il y a puis c'est toutes des manufactures dans différents domaines, autant dans le textile que des gens qui faisaient des clous ou des tempos. Là, il y avait vraiment de tout. Puis là, il y en a un qui a levé la main et a dit « Bien, moi, j'ai de la misère à recruter des usiniers, j'ai de la misère à recruter de la main-d'œuvre puis à les former parce que les jeunes sortent de l'école puis ils veulent déjà des gros salaires, ils veulent déjà des gros postes, puis je ne suis pas capable d'aller chercher quelqu'un de compétitif. Puis après ça, il y en a eu un autre. Puis après ça, un autre, puis après ça, un autre. Puis le besoin, présentement, il est criant pour les manufacturiers, c'est qu'on n'a pas de main-d'œuvre et en former, c'est super difficile. Il y a souvent de l'aide aux immigrants pour essayer de les former, tout ça, mais ce n'est pas encore super bien au point après tout ce temps-là. Ça fait quand même maintenant 15 ans qu'on a délocalisé les manufactures en Chine, puis c'est jamais revenu. Puis le travail que le gouvernement fait, il préfère justement, je pense que c'est plus glamour de le mettre dans la technologie que de le mettre dans la base qui est juste de trouver de la main-d'œuvre, de former les immigrants, de former les pré-retraités, de former des gens qui veulent vraiment travailler dans une usine ou dans une manufacture. Fait que moi, je te dirais que c'est un gros challenge, puis des fois, on parle du futur, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, nanana. Des fois, c'est sûr que je me pose la question, genre, à ce rythme-là, est-ce que je peux continuer? C'est tellement mes valeurs de produire local, sauf que l'industrie n'est pas en train de changer, puis elle n'est pas à veille. Là, pour les 8 ans que je suis dans l'industrie de la mode, je ne vois aucun changement à ce niveau-là. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Sentez-vous... Ben moi, ça, je ne le sens pas nécessairement pour nous. Mais toutes les filles qu'on a engagées, ça a été... Avant de travailler à Owaka, c'était des femmes en partant de Owaka. Fait qu'il y a beaucoup de filles qui essaient de se battre pour essayer d'avoir la job d'entrepôt, mais
Donc, mais c'est sûr que pour des jobs de clou, des trucs comme ça doit être un peu plus difficile. Sinon, moi, ce que je trouve difficile, c'est que souvent, OACA va être jugé pour, on est en anglais, les prix sont en US, non. Mais c'est que souvent, les gens, mettons, au Québec, vont pas comprendre que on s'est vraiment visé à l'international, puis que oui, on a notre côté français, puis que parfois, on fait des stories en français ou parfois, il y a certaines promotions en français, mais en général, c'est en anglais parce que on veut être international. Donc, nous, c'est notre but, puis c'est comme ça. Puis des fois, il y a des gens qui ont de la misère à le comprendre, puis ils sont comme, oui, mais notre langue, faites-la voir à l'international. Oui, mais tu sais, c'est pas en parlant québécois 100% du temps que les gens à l'international vont nous suivre. Tu sais, c'est comme, on doit parler anglais de temps en temps québécois et non le contraire. Moi, je dirais que le côté financement, là, c'est touché d'entrer dans une... Tu sais, la game du commerce au détail est difficile. Les joueurs dans le commerce au détail, c'est... Moi, quand j'ai commencé, là, j'ai les premiers bons gros joueurs que j'ai rencontrés au Québec, je me dis, mon Dieu, je vais mourir. Mais c'était tellement requin, c'était pas dans l'optique, tu sais, tiens-moi par le bras, on va avancer ensemble. Puis si on a besoin d'aide, on va s'aider. C'est qu'est-ce que je pourrais faire pour que toi, tu avances moins vite que moi. Puis moi, ça m'a fait paniquer. D'où, tu sais, je suis vraiment naïve dans la vie, fait que je pense que tout le monde veut m'aider, tu sais, mais pas vraiment. Puis, tu sais, j'ai trouvé ce côté-là tough. Puis c'est donc d'autant plus difficile d'aller voir les banques et de les convaincre que ça va marcher. Parce que là, tout ce qu'ils voient, c'est que ça marche pas. Tout ce qu'on leur montre, c'est des grosses entreprises québécoises, des gros joueurs qui font faillite, qui ferment des portes, qui coupent dans les employés. Puis tout ça a l'air si mal que ça, quand dans le fond, ben, tu as des business qui se restructurent, qui s'adaptent au marché, qui, oui, doivent couper des employés, oui, doivent fermer des portes, mais c'est pas parce que ça chute, tu sais. Fait que c'est comme difficile de rentrer dans ce niveau-là. Puis, tu sais, je veux dire, même si tu leur dis, on réinvente pas la roue, là. Fait que, tu sais, c'est difficile de les convaincre puis de leur dire, ben, tu sais, financez-moi, moi, ça va bien aller, tu sais, quand tout le monde va naturellement pas si bien que ça, tu sais. À la Grappe Mode, on lance une grande stratégie de communication, puis notre slogan qu'on s'est donné comme cri de ralliement, comme industrie, tout le monde dans l'industrie, c'est le hashtag MTL Style, puis notre slogan, c'est l'unique est plus beau que le parfait. Alors, montrer notre identité en tant que Montréalais, notre diversité, notre authenticité, le fait qu'on est vraiment un point tournant en Amérique du Nord. On est l'entrée d'Europe, on parle 2 langues, on a la joie de vivre, on a notre style unique, mais en même temps, chacun est différent. Je vois les gens de Tidly là, qui nous ont aidés justement à développer la campagne. Lève-toi, Catherine, montrer ton hashtag. Mais vous avez... Oui, tourne-toi, montre ton chandail. Le hashtag MTL Style, c'est notre cri ralliement, puis on vous invite à l'utiliser quand vous parlez, pour n'importe quel événement, n'importe quelle communication que vous avez. Puis en même temps, vous avez chacun utilisé un peu, vous avez des valeurs de célébrer la diversité dans chacun de vos marques. J'aimerais que vous en parliez parce que c'est important, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, la jeunesse qui s'en vient, la façon que les jeunes, avec les réseaux sociaux aussi, s'évaluent, se positionnent avec leurs amis, dans la pression dans les écoles. C'est quoi votre positionnement? Comment vous utilisez votre marque pour passer des belles valeurs à ce niveau-là? Oui, bien en fait, nous, notre marque est vraiment, tout notre marketing et tout est vraiment basé sur la diversité corporelle sur la page de OACA. Donc, on a vraiment été la première compagnie sur les réseaux sociaux à réellement utiliser du all size en maillot de bain. Puis du all size, c'est pas juste, tu sais, exemple, je vais pas nommer, là, mais comme mettons, on a vu des compagnies qui se disaient all size, mais qui mettaient des mannequins médium au lieu de X-small, puis que s'il y avait quand même la face de mannequin, puis la grosse affaire, puis tout, nous, on repose vraiment tout le monde. Donc, c'est vraiment inclusif de tous nos clients pour... puis ça l'aide vraiment aussi beaucoup les filles. Puis on a aussi des projets, comme exemple, on a eu le projet vidéo Break the Filter, qui était, dans le fond, des filles. Dans le fond, moi, je donnais un peu mon YouTube. Tu sais, moi, j'attire les gens avec ce que les gens consomment. Donc, j'ai peut-être comme... physiquement, je ressemble peut-être plus à le standard. Donc, j'attire les gens de cette façon-là. Puis quand les gens sont attirés vers mon profil, bien, c'est là que je vais leur pitcher comme tous ces messages-là, puis je vais donner la voix à d'autres personnes, justement, qui vont, comme dans ce projet vidéo-là, qui vont parler, puis qu'eux, ils n'auraient pas nécessairement eu l'attention dès le départ. Donc, je pense que ça, c'est... OACA est vraiment reconnu pour la diversité corporelle sur la page, puis d'encourager toutes les filles, puis de mettre tout le monde à égal. Aussi, quelque chose de très populaire sur Instagram, c'est les influenceurs qui voyagent.
puis que les compagnies font voyager les influenceurs, ben nous, on a décidé de tourner un peu la chose, puis on fait des concours, puis c'est pas juste les influenceurs qui ont le droit de voyager gratuitement, il y a aussi nos clients, on les gâte, puis on leur donne des voyages, puis des trucs comme ça, donc ils aiment ça. Est-ce que vous, de votre côté... Oui, dans le fond, même chose. On essaie beaucoup de partager, dans le fond, le contenu de nos clients. Puis c'est toujours le meilleur visage, toujours le meilleur marketing, je pense. Nous, chez Sokolov Lingerie, nos campagnes publicitaires, ça a souvent été des filles naturelles. Ça a tout le temps été depuis le début, on essaie beaucoup de promouvoir les artistes. C'est vraiment justement, je pense que c'est comme mon petit côté artistique de jeunesse. On essaie de pousser beaucoup les artistes peintres, les danseurs, les chanteurs et tout ça. Fait que ça allait de soi que les campagnes publicitaires, on les mettait beaucoup de l'avant. Fait que c'était tout le temps des filles naturelles qu'on promouvait. Puis je pense que la distinction est là. Tu sais, Sokolov Lingerie, tu verras jamais une pub d'une fille en talons hauts sur le bord de la commode en train de poser avec ses porte-jartelles. C'est vraiment pas ça. C'est tout le temps un show de danse, c'est tout le temps une fille artistique, c'est tout le temps comme vraiment un concept original d'une fille qui pourrait être comme n'importe qui autour de nous. Fait que c'est sûr que comme ça a beaucoup aidé au début. Après ça, on a dû beaucoup s'ajuster parce que nous autres aussi, on avait des problèmes de développement de produits. J'offre environ 16 tailles de soutien-gorge, puis ça coûte de l'argent à développer. Fait qu'à un moment donné, je me rendais jusqu'à du 36D. Fait que c'est sûr qu'après ça, j'avais toutes les critiques de discrimination de celle qui fait du 36 WD. Fait que là, à un moment donné, tu dis non, c'est pas de la discrimination, j'y arrive, j'ai juste pas encore les ventes pour arriver là. Fait que là, à un moment donné, ton bassin grossit, tes ventes grossissent. Fait que là, tu peux te permettre de développer du extra large, du 36 WD, du EFG éventuellement. Fait que tu sais, pour nous autres, c'est vraiment step by step, sauf qu'on a tout le temps essayé quand même, avec au moins tout ce qu'on avait, de promouvoir la fille naturelle et les différentes shapes. Sur notre site Internet, on offrait aussi pendant très souvent chacun des produits sur un mannequin taille small, taille médium et taille large aussi pour voir comment que le produit tombait sur différentes shapes. Puis récemment, la dernière campagne qu'on a faite, c'est drôle parce qu'on essaie beaucoup de s'adapter justement à nos clients. On avait tout le temps des petits men crush à chaque lundi. On promouvait un beau gars, puis on trouvait ça le fun parce que ça parlait directement à notre clientèle. Puis là, on a aussi eu la communauté lesbienne qui ont commencé à nous dire « Ouais, mais là, c'est parce que moi, nanana. » Fait que là, t'es comme « Ah, c'est vrai, il y a vous autres aussi. » Fait que là, on a continué à s'adapter. Dans la dernière campagne publicitaire, on a mis vraiment de l'avant aussi la communauté lesbienne. On a aussi mis un homme habillé en lingerie pour montrer que la féminité, ça a plusieurs visages et surtout que là, présentement, c'est aussi un autre je dirais pas un enjeu, mais un autre combat, genre, ouais. Fait que c'est ça, on essaie vraiment de plaire à tout le monde. C'est super difficile par contre parce que moindrement que tu te taxes sur quelque chose, tu as tous les autres qui trouvent le moyen de dire « Ah, ben oui, mais là, tu as oublié ça. » Puis c'est tout le temps vu comme de la discrimination au lieu de juste voir qu'est-ce que tu as fait de bien. Fait que les réseaux sociaux, des fois, c'est bon et c'est ouais. Tu sais, souvent, on va mettre une fille qui n'a pas beaucoup de seins puis qui est tout petite. Fait que là, c'est sûr que là, ça va mal passer, sauf que là, après ça, tu fais le contraire, mais la petite qui n'a pas beaucoup de seins puis qui veut aussi montrer qu'elle aussi, elle va bien y faire un soutien-gorge, tu sais, elle aussi, elle pourrait critiquer, mais en tout cas, bref, c'est ça le combat des réseaux sociaux. Mais nous, ça a été un problème, là, un bon bout. Moi, quand j'ai créé Woman, je me suis dit ça va être des mannequins normales, dans le sens où moi, je me considère comme une fille normale. Je n'ai pas une coupe d'une fille du Zara. C'était ça au début. Finalement, ben, les ventes ne suivaient pas, on ne comprenait pas. Les ventes ne suivaient pas, on ne comprenait pas. Fait qu'à un moment donné, ben, faut-tu que la fille apporte du 0? Faut-tu qu'elle apporte du 1? Est-ce que c'est plus vendeur qu'on a essayé? Ben, les ventes ont commencé à rentrer. Là, on a fait comme, ben voyons, tu sais, mais l'humain, en temps normal, est tellement habitué de voir ces vêtements-là sur ces tailles-là que c'est ça qui parle pareil. Fait qu'on a commencé à travailler avec des mannequins plus mannequins, parce qu'avant, on ne travaillait pas avec des mannequins. Finalement, ben, les ventes ont suivi. Puis, je dirais que ça doit faire peut-être 1 an, ben peut-être 8-9 mois, 1 an, qu'on offre les deux mannequins. Fait qu'on a une fille qui est dite plus enrobée, puis on a des filles qui sont plus minces, puis on a vraiment les vêtements dans les deux formes. On avait lancé une collection Women's Curves, parce que moi, j'ai des amis qui ne rentrent pas dans mon large, puis c'est pas des filles qui passent pas dans un cadre de porte. Là. Moi, puis on a fait des recherches. Je trouvais jamais rien de beau. On a essayé une collection, ça n'a pas super bien fonctionné parce qu'il faut comprendre qu'il faut aller rechercher cette cliente-là. Si elle a toujours regardé la compagnie en se disant « Ah, c'est beau, mais ça ne me fera jamais », il faut que tu repartes à zéro ta business. Il faut que tu repartes avec cette fille-là au complet. On lance, quand le nouveau site va sortir demain, on lance une toute nouvelle collection Women's Curve qui est vraiment belle, qui est vraiment pas dispendieuse. On a vraiment été capable de trouver ce qu'on voulait trouver, mais
c'est un long processus. Puis c'est pas facile de plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Quand tu plais à une, l'autre est pas contente. Tu sais, c'est vraiment moi, je le dis à mes employés qui s'occupent des réponses, des réseaux sociaux, ou que ce soit pour les retours, à un moment donné, ça va te couler sur le dos. Tu prends les pas personnels. Là, c'est juste des fois, c'est comme, c'est élevé, mais c'est ça. Mais tu sais, quand tu parlais tantôt par rapport aux réseaux sociaux puis aux jeunes, nous, par rapport à la page, on essaye vraiment de mettre l'emphase sur ce que la femme peut faire dans la vie et non ce qu'elle a l'air. Tu sais, c'est vraiment une question d'accomplir. Moi, je pense que quand une femme est accomplie, ôtez-vous de là, ça brasse. Fait que, tu sais, on met vraiment ça là-dessus. Puis je disais, Sophie, tantôt, moi, quand je me promène dans les écoles, je fais beaucoup de conférences auprès des jeunes. Je disais à Elisabeth que j'essaie de me limiter à 2 conférences par mois, mais quand c'est une école secondaire qui m'appelle, je suis comme... Tu sais, puis j'y vais, puis, tu sais, moi, je leur dis, tu sais, moi, c'est à 14-15 ans, j'avais eu Instagram puis les réseaux sociaux, je m'en serais probablement pas sortie. J'aurais pas été capable de vivre avec tout ça, de vivre avec tous les commentaires, toutes les images. Puis souvent, je dis aux jeunes que moi, quand j'étais jeune, ben les autres, ils vivront jamais ça, mais moi, quand j'étais jeune, je servais la messe, là, à l'île verte. Je tenais la grande chandelle, là. Puis je servais à la messe, puis je leur disais, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on m'a appris que Jésus puis sa gang, là, il était juste 12, là, puis on en parle encore aujourd'hui. Fait que je suis comme, tu sais, moi, mettons, mes 140 000 abonnés, là, mais Jésus puis sa gang. Ils étaient juste 12 puis ils ont changé tout ça. Fait que, tu sais, je vais peut-être les ramener, tu sais, à la base de tout ça. Puis, tu sais, moi, je m'en fais un devoir auprès des jeunes, là. C'est vraiment ma clientèle que j'essaie d'aider le plus en guillemets, si on peut dire. Moi, j'ai ma fille qui est dans la salle. Je suis fière elle a 15 ans. Je suis fière qu'elle soit là puis qu'elle vous entende. Est-ce que vous sentez que vous avez une pression par rapport aux jeunes femmes? Ah, énormément. Aussi. Énormément. Nous autres, on a eu même des agences qui se faisaient passer pour nous, pour ce cas-là, lingerie, qui essaient de recruter des filles pour qu'elles envoient des photos d'elles en lingerie, pour des photos, des choses de même. Fait que c'est, à un moment donné, tu es tellement impuissant, tu vois tellement des choses passer. Puis c'est sûr que tu es tout le temps partagé entre le fait que tu as des clientes qui se repostent en sous-vêtements, puis tu as aussi des filles qui sont peut-être beaucoup trop jeunes pour se reposter en sous-vêtements. Fait que c'est sûr que le travail présentement, je voudrais pas être une prof présentement au primaire puis au secondaire parce que je pense que le travail est énorme puis la conscience est énorme à avoir. Puis c'est sûr qu'en tant que compagnie, il faut que tu fasses attention à ça. Ouais. Nous, juste sur la page, si on regarde les photos qu'on reposte, oui, c'est des photos en maillot de bain, mais c'est extrêmement rare que tu vas voir quelque chose de sensuel ou quelque chose comme ça. Ça va être vraiment comme la fille est à la plage, elle a du fun, puis elle est de la même façon que tu la verrais à la plage. Puis c'est comme, sur la page de Waka, c'est vraiment ça, là, dans le fond. C'est aussi de désexualiser le corps de la femme, là, c'est de dire comme, tu sais, la fille en bikini, c'est pas... Il n'y a aucune arrière-pensée qui vient à ça. Là. Je veux dire, elle est en maillot de bain. Puis, tu sais, notre communauté, c'est vraiment des filles. Donc, on se supporte beaucoup, puis on se comprend beaucoup. Puis... Je pense que ce serait le fun de passer à la période de questions. Je sais qu'il y a des... Est-ce que les femmes de l'FEA sont ici? Sont là? Allô? Justement, les FEA, c'est un partenaire de la conférence aujourd'hui. Puis, je leur ai demandé s'il y avait une question. Donc, on pourrait commencer la période de questions avec leurs questions. Il disait la mission de l'FEA est de permettre aux femmes de mieux communiquer leur ambition pour qu'elles puissent propulser leur carrière. À l'FEA, on croit qu'il y a autant de modèles d'ambition qu'il y a de femmes. Nous serions curieux de savoir quelle est votre définition de l'ambition. Ça, c'est une question, une belle question. Est-ce que vous avez une opinion par rapport à ça? Moi, je pense que l'ambition, c'est de se faire confiance. C'est de se faire confiance à tous les niveaux, là. Moi, je pensais que tu étais bien dans ta peau, puis tu venais d'avoir une confiance en toi, puis c'est ça qui faisait que tu avançais. Moi, à un moment donné, j'ai compris que la confiance en soi, c'est de s'écouter, puis de faire ce que tu as envie de faire. Puis c'est plate, là, puis c'est peut-être contre ma business de dire ça, mais ça n'a pas nécessairement rapport avec, tu sais, le vêtement que tu vas porter, là. Un coup que tu te sens bien, puis un coup tu sais où tu t'en vas, puis même si tu le sais pas, tu sais, moi, je sais pas où je m'en vais, là. J'ai du fun pareil. Puis comme à la fin de la journée, si ça marche pas, je ferai d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est juste de sentir que tu es bien dans ce que tu veux faire puis ce que tu t'en vas faire. Puis je pense que c'est ça, là. L'ambition, ça guide tout, là, je veux dire. Puis il faut s'écouter, il faut être naïf. C'est le fun de tomber puis se relever. Là. Sinon, c'est plate. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions dans la salle? Oui? Oui. Serge, dis ton nom, dis qui. Oui. Serge-Jean Laviolette, je suis styliste et curateur en art de vivre. Alors, et je serai le styliste et co-directeur artistique de l'événement Relux qui aura lieu
à 18h30, 22 août, sur la grande scène du Festival de mode. Et c'est mon retour à la mode à Montréal. Alors, voilà, ma question est avec Madame Sokolov. Moi, j'étais jeune, très, très jeune, et j'allais avec ma mère sur la rue Saint-Hubert, la Plaza Saint-Hubert. Elle allait faire ses corsets et ses soutiens-gorge chez Madame Accourval. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, oui, ça me dit quelque chose, oui. Oui. Je les connais très peu, par exemple. Mais oui, alors, et tout récemment, je me promenais sur la rue Sherbrooke et à Westmount, il y a encore une boutique à Courval qui demeure à Montréal. Et la vitrine, elle était comme j'étais enfant. Alors, j'ai eu un coup de cœur. Et puis là, et c'est drôle, j'ai pensé à vous. À ce moment-là, je disais, je me demande comment, si Sophia connaît. Alors, voilà. Alors, ma question est à savoir, quelle est l'évolution entre Mme Accourval, qui était la reine du soutien-gorge au Québec, toutes les femmes de la haute société allaient se faire leur soutien-gorge, et aujourd'hui, quelle est la différence selon vous? En fait, je pense que où est-ce que Sokolov Lingerie est arrivé, en fait, où est-ce qu'elle a connu un succès, c'est qu'à l'époque, quand j'ai lancé la ligne chez étudiante, on avait seulement la Senza, peut-être Courval, moi je ne les connaissais pas à l'époque. On avait la Senza, la vie en rose et tout ça, qui présentait beaucoup la pin-up, donc la fille avec beaucoup de push-up et tout ça, puis une représentation de la femme très sexualisée, justement. Quand j'ai parti la ligne, puis ça, pourquoi ça a marché, puis en même temps, c'est drôle parce que quand j'ai parti la ligne, je me rappelle de tout le monde qui me disait « Mais pourquoi tu veux lancer ça? Il y a la Senza qui est là, ou tu sais, il y a justement… » Puis, bon, j'arrivais justement avec les soft bras qu'on appelle, les soutiens-gorge qui n'ont pas de rembourrure ou qui sont seulement en tissu, et les bralettes qui sont des triangles sans armature. Puis, il y a comme eu une vague là-dedans, puis j'ai surfé sur cette vague-là jusqu'à aujourd'hui parce qu'on est en train de remettre les courbes naturelles. Tu sais, on a vraiment un gros retour aux courbes naturelles, à des filles beaucoup plus, tu sais, de montrer vraiment qu'est-ce qu'on est et tout ça, petit sein, gros sein, peu importe, toutes les shapes différentes. Fait qu'on présentement, on vague beaucoup là-dessus. Les majors, présentement, si je me fie aux articles dans les journaux, sont en décroissance, puis je crois que c'est particulièrement parce qu'ils sont encore stickés sur ce modèle-là de la femme pin-up. Et ils ont de la misère beaucoup à s'en départir. Fait que je pense que c'est pour ça le gros changement des dernières années. Ouais, un gros retour au naturel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Carl qui est là avec sa fille Émilie. Est-ce que ça a répondu à tes questions que tu avais par rapport aux détails? Par rapport au commerce de détail, s'il y a-t-il des magasins qui vous inspirent? C'est quoi que vous aimeriez voir, la manifestation du magasin parfait qui comblerait, c'est quoi vos besoins pour votre marque dans les prochaines années? Je pense que je l'ai un peu expliqué tantôt. Là. En fait, c'est vraiment, pour moi, mon magasin, c'est comme une espèce de vitrine. Donc, ce ne serait pas nécessairement parce que je veux faire plus de ventes ou quelque chose, plus d'argent ou whatever. Ce serait vraiment pour le sentiment d'appartenance. Donc, quand tu vas en voyage, que tu vois le magasin Oaxaca qui a un endroit exotique, puis à quelque part d'impressionnant, mais je pense que pour moi, le magasin en détail, pour moi, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai toujours gardé Oaxaca vraiment exclusif online. Puis, tu sais, il y a juste nous qui y touchent. Donc, pour moi. Je pense que je l'avais déjà expliqué un peu. Je vais vous laisser parler. Moi, quant au retail, moi, j'ai parti en fait la ligne avec les magasins, fait que je distribuais dans les Simons. Très jeune, dans le fond, dans la compagnie, j'avais appelé Simons. Mais sinon, on est en plein de petites boutiques. Malgré le fait qu'on dit que ça ne va pas bien, c'est sûr que ça reste une grosse partie de mon chiffre d'affaires, ça reste les magasins. Je pense qu'on l'a très bien développé au Canada à l'aide de représentants et d'agences de vente. Mais bref, même si on dit que ça ne va pas bien, j'ai réussi à en tirer quand même un bel avantage. C'est sûr que mis à part Simons au Canada, il n'y a pas beaucoup de majors. On en a quelques-uns, des Nordstrom ou des Labé, qui ne sont pas toujours évidents à dealer avec. Même, je dirais que des fois, on peut se tirer une balle dans le pied à essayer de travailler avec des majors qui en demandent beaucoup, beaucoup de discounts, beaucoup d'avantages, puis qui vont essayer que tu vendes quasiment à perte là, pour eux. Fait que ça en devient un petit peu ridicule. Fait que c'est sûr que comme la croissance après au niveau du retail, à ce niveau-là, elle a ses limites, je crois. Je rêve
C'est drôle parce que je ne veux pas avoir de magasin, je ne me vois pas avoir des magasins, je n'ai jamais été dans le retail, mais plus dans le wholesale. Sauf que si j'aurais des magasins, ce serait, comme je le disais tantôt, quelque chose d'intégré avec le site Internet, quelque chose où est-ce que le client, s'il achète en ligne, il peut aussi le retourner au même magasin, que tout soit vraiment cohérent entre le web qui fait aujourd'hui partie de la grosse roue de l'achat, disons. Ben moi, c'est simple. Dans le fond, ça prend des loyers à pourcentage, des améliorations locatives payées. Ce qu'on ne demande pas le pas. Je vais prendre une année gratuit. Tu vas me fournir le racking. Si tu peux me mettre les étiquettes, c'est support, je vais prendre ça. Puis après ça, on va l'essayer. Puis si ça marche, on va re-signer 1 an. Ça va ressembler à ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, peut-être en avant ici. Je voulais vous demander, dans le fond, le nom de la conférence, c'est quand même Femmes en affaires. Est-ce qu'il y a déjà un moment où vous avez senti qu'on a douté de vous parce que vous étiez une femme? Je veux dire, je pense que c'est quand même un sujet qui est, pour moi, c'est indispensable, qu'on a peut-être douté. Est-ce qu'il y avait un homme derrière? Est-ce qu'il y avait un homme qui vous aidait? Est-ce que vous avez déjà senti qu'on handicapait le fait que vous étiez une femme, en fait? Moi, je l'ai vraiment beaucoup senti au début quand j'ai commencé parce que je venais juste d'avoir 18 ans. Puis j'étais comme, je m'en vais voir mes avocats, non. Puis comme eux, ils me prenaient pas au sérieux, ils voulaient même pas me donner un rendez-vous. Fait que finalement, mon père a appelé pour moi. Puis je suis allée avec mon père, puis il parlait à mon père. Puis j'étais comme, mon père était comme, c'est pour elle, c'est pour elle. À chaque fois, il essayait de ramener, c'est pas moi. Moi, je connais rien dans le vêtement. Puis oui, au début, ça a vraiment beaucoup fait ça, mais je pense que c'est vraiment important aussi de le tourner à notre avantage. Oui, souvent, les hommes vont faire la différence avec les femmes sur le marché, puis les femmes vont le faire avec les hommes aussi. Mais c'est vraiment de toujours voir l'avantage là-dedans, c'est que on a beaucoup d'avantages là-dedans. On peut utiliser justement peut-être la naïveté des hommes pour montrer à quel point on se rend plus loin, puis... Oui, boum! Moi, c'est drôle parce que j'ai longtemps dit que non, je la sentais pas. J'ai tout le temps fait ce qui me passait par la tête. J'ai jamais demandé l'avis à personne. J'ai jamais demandé quoi que ce soit. Fait qu'on dirait que je le faisais sans réfléchir. C'est dans la dernière année que je me faisais beaucoup féliciter d'être une femme entrepreneur. Puis à chaque fois, j'étais comme... Pourquoi je me fais féliciter d'être une femme entrepreneur? Je ne féliciterais pas un homme d'être un entrepreneur homme, tu sais. Puis là, ça me gossait, puis je me disais, tu sais, non, je ne suis pas partie avec 10 points en moins, tu sais. Mais, fait que, tu sais, j'ai eu une petite peur parce qu'on dirait que ça m'offensait quasiment, mais je regarde ça, puis je suis quand même d'accord que les hommes ont certains skills, on en a parlé tantôt, ils ont d'autres façons de voir la business, ils ont d'autres façons de voir l'argent, ils ont d'autres façons de voir les produits. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une différence entre les deux, effectivement. Puis surtout, on le remarque davantage quand on va voir des banquiers, quand on va voir des investisseurs potentiels ou quoi que ce soit. Je pense que là, on se fait beaucoup voir comme des enfants naïfs, comme la petite fille qui ne sait pas trop de quoi qu'elle parle. À ce niveau-là, oui, je le sens. Moi, personnellement, le fait d'être une femme en affaires, c'est de loin la plus belle chose qui m'est arrivée. Parce qu'on est tellement sous-estimés que c'est comme si la voie nous est complètement ouverte. Puis là, quand on hit quelque chose, là, ils font, ben voyons. Mais c'est fou, là, parce que, tu sais, ils ne nous voient pas venir. Les hommes en affaires ne nous voient pas venir. Surtout dans le commerce au détail, il y a juste des hommes. Il n'y a pas de femmes, quasiment pas. Ils ne voient pas venir, ils ne savent pas qu'est-ce que tu vas faire, ils ne savent pas comment tu vas le faire. Puis en plus, quand tu leur proposes une idée, ils sont comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle ne fera jamais ça. Puis là, tu le fais, puis ça marche, puis ils sont... Moi, c'est la plus belle affaire que j'ai pas. Puis en même temps, dans ma job avant, quand je travaillais en politique, tu sais, il y a juste des messieurs à l'Assemblée nationale, mais il y a juste des madames qui disent aux messieurs quoi dire. Fait que moi, je savais... Moi, je savais déjà que la femme était... Je pense que le fait, tu sais, justement, ta question est vraiment pertinente, mais je pense que plus qu'on se pose la question, plus que ça nous donne moins d'importance, entre guillemets, parce que ça donne la chance à ces hommes-là qui prennent toute la place de se dire, ouais, si on en parle, parce qu'on ne parle pas de la place des hommes en affaires, tu sais, mais on parle beaucoup de la place. Puis moi, j'ai la même réaction quand je fais dire, c'est le fun de sois une femme en affaires. Moi, ma mère était entrepreneur, là, elle plante des fleurs, là, puis à sa business à elle, puis ma mère, elle a ça à l'âge de 15 ans qu'elle voulait planter des fleurs, mais quand tu cherches Raymond aujourd'hui, à 54 ans, elle est à 4 pattes pour planter des fleurs. Elle a 3 bannières de botanique à elle. Elle ne doit même pas savoir son chiffre d'affaires, mais elle fait exactement ce qu'elle aime. Puis on lui a jamais posé cette question-là parce que c'est comme venu d'elle-même tout seul. Fait que, tu sais, je pense que, justement, quand ça vient, tu sais, de toi tout seul, puis tu le fais après ça, justement, quand on te pose la question, tu es peut-être surpris, puis
Moi, ça m'a jamais... c'est sûr qu'avec les banquiers, ça a été plus tough, sauf qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix de vivre avec moi, avec nous. Là. On est tout seul. Il n'y en a pas de monsieur. C'est bon, bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai vu d'autres en arrière. En arrière complètement? Oui, vous? Oui. Étant donné que vous êtes des femmes auto-entrepreneurs et que vos entreprises vous demandent énormément de temps et que vous êtes énormément sollicitées, comment vous faites pour réussir à vous déconnecter de ce côté-là pour avoir un équilibre avec votre vie personnelle? Avez-vous une vie personnelle? Non. Peut-être ça. Peut-être un peu moins que les autres, mais non, c'est sûr que c'est difficile, moi, de déconnecter mon Instagram de ma vie personnelle. Par contre, mon Instagram personnel, j'essaie de le garder personnel, mais puis de le détacher un peu de Oaxaca, comme je disais tantôt, Oaxaca c'est Oaxaca, puis Elisabeth c'est Oaxaca, donc on associe un à l'autre, mais pas un à l'autre. En tout cas, je pense que vous avez compris. J'ai la misère à m'exprimer un peu. Mais non, c'est ça. C'est sûr que c'est un peu difficile, mais je pense aussi que ce qui serait important, c'est qu'on dit tout le temps aux jeunes, je suis occupée, puis on dirait qu'on valorise beaucoup le mot occupé, puis comme je travaille tout le temps, puis tout. Puis je pense que c'est vraiment important de déconnecter, puis c'est pas vrai que les entrepreneurs travaillent 100% du temps. Puis oui, genre, mettons, je conduis, je déconnecte, mais je pense quand même à mes choses, mais c'est ce que j'aime, je fais ce que j'aime. Donc, je pense qu'il faut un peu, je pense, si, mettons, je dirais de quoi aux jeunes, là, ce serait arrêter de valoriser le mot, genre, je travaille tout le temps, parce que c'est pas vrai, c'est pas en travaillant tout le temps que ça va marcher plus ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas? Moi, je suis avec mes chiens. Je vais au parc à chiens tous les jours, puis je suis vraiment, ça paraît pas vraiment sur mon Instagram, parce qu'on le voit tout le temps voyager et tout, mais je suis vraiment une fille de campagne, là, fait que j'aime vraiment être dans ma cour, aller dans ma piscine, faire du longboard, puis je vais au parc encore, puis je suis comme tout le monde. Moi, j'ai vraiment de la misère à déconnecter. Là. J'ai énormément de misère. On dirait que je suis tout le temps en train de travailler la fin de semaine, les soirs et tout ça. Puis je travaille là-dessus. J'essaie vraiment de changer et de m'en aller. Si tu obligé de prendre une journée de congé, tu ferais quoi? Je dormirais sûrement, parce que là, je dors pas beaucoup ces temps-ci, mais non, c'est vrai que, tu sais, comme même quand je pars en voyage, tu sais, comme avant de partir sur Golf Lingerie, j'étais une voyageuse. Puis là, quand j'ai lancé la marque, on dirait qu'à chaque fois que je pars en voyage, c'est pour faire un photoshoot ou, tu sais, peu importe, ou d'aller voir des magasins. Fait que j'ai beaucoup de la misère à déconnecter les deux. Puis là, justement, j'ai un voyage de prévu familial. Je sais déjà que je vais m'enclencher des rendez-vous et des choses comme ça. Fait que c'est souvent les gens autour de moi qui me disent non, cette fois-là, comme c'est le pas, ou tu sais. C'est bon quand tu Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte. J'étais de même, j'ai été de même 1 an, je dirais. Puis depuis, là, je te jure, ça fait Ben moi, perso, je suis vraiment dans le même optique que Sophia. Là. C'est bien rare que je décroche. Puis, je pense qu'il faut s'entourer aussi de gens comme soi. Mais moi, j'aime ça, pas décrocher. Là, ça me fait vraiment plaisir. Quand je pars en voyage, mettons tu me donnes 1 heure par matin. Là, je vais juste regarder que tout est correct. Je vais mieux vivre après que de dire, je ferme mon ordi, j'ai pas Internet, ça va être cool. Là. Et je fais pas ça. Pour décrocher, vraiment, je vais à la pêche. J'aime vraiment ça aller à la pêche. Puis souvent, il n'y a pas de réseau à la pêche. Fait que ça se passe pas. Fait qu'il y a ça. Puis sinon, c'est de s'entourer. Tu sais, moi, je me suis trouvé un copain qui il sauve des vies. Fait que il travaille. Il travaille vraiment beaucoup. Ça te met en perspective aussi quand tu n'arrives pas à lancer quelque chose. Moi, là, c'est fou. Là. Tu sais, mon copain est en chirurgie, les chirurgiens orthopédiques. Là, fait que tous les gens qui font des gros accidents d'auto. Là. Puis moi, quand mes boîtes restent pro-douane, puis que je broye en arrivant chez nous le soir, mais que lui arrive, puis il me dit, quelqu'un est arrivé, pas bien été, puis il est tout défait. Là. Moi, depuis qu'on est ensemble, là, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, là, tout a été remis en perspective. Puis la qualité du temps qu'on a ensemble, mais tu sais, il faut qu'il étudie encore le soir. Moi, je travaille, il étudie. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui vit. Je m'étais toujours dit qu'il fallait que je sois avec un entrepreneur. Je m'étais dit, si un jour je me refais un chum, ça va être un entrepreneur parce qu'il va me comprendre. Là, d'être avec quelqu'un qui littéralement sauve des vies, parce que moi, je me répétais souvent ça à la blague. Oui, en reviens-en, tu sauves pas des vies, mais ça n'empêche pas que tu fais beaucoup d'insomnie. Mais je sais pas, lui, ça m'a comme tout apporté le côté, je sauve vraiment pas des vies, là. Et quand il finit ses journées, les miennes sont relax. Okay. C'est bon, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en bas, là. Oui.
OK. J'étais un petit peu nerveuse, là, fait que... Je m'appelle Lydia Labbé. Ça fait pas longtemps que j'ai déménagé à Montréal. En vrai, ça fait depuis le 1er juillet. Je suis une artiste depuis longtemps, mais je suis aussi une personne qui est très scientifique. J'ai fait tout mon cégep en sciences nature pour me rendre compte que c'était pas la bonne chose pour moi. Maintenant, je m'en vais ailleurs complètement. Si vous voulez aller voir ma page, ça s'appelle Cass Art Maniac. Puis, je suis vraiment contente d'être ici et de te rencontrer enfin, parce que tu le sais pas. Mais, oh mon Dieu. Ben non, il n'y a pas de problème. Prends ton temps. En vrai, je suis l'ex de ton cousin, genre. Mon Dieu, quelle révélation! J'ai pas mes lunettes, je m'excuse, je te vois pas. On voit pas Parce bien, qu'on mais... voit rien à cause des flashs. Prends un respire. Est-ce que tu as une question? Oui. Ma question, c'est... je vous la pose à toutes les trois, mais surtout à toi. Ma question, c'est, avant que tout se passe, là, que ça marche, est-ce que tu as perdu des gens? De la famille, des amis, peu importe. As-tu perdu quelqu'un, whatever, qui t'a fait déconnecter? Honnêtement, non. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Là, c'est un sujet peut-être un peu plus personnel, mais j'ai pas perdu des gens comme une mort dans ma famille ou quelque chose comme ça dans ma vie. Puis c'est toujours quelque chose qui m'a fait peur parce que je l'ai vraiment, littéralement, jamais vécu. Donc le jour où ça va arriver, je sais pas. Ça me tente pas de pleurer live, fait que je m'excuse. Mais sinon, OK, côté amitié, mettons. Mettons côté amitié et tout, c'est sûr, au début, non. Au début, les gens, ben en fait, non, j'avais juste pas d'amis. J'ai juste commencé parce que j'avais littéralement pas d'amis. Fait que j'avais rien à faire de mes fins de semaine, mais tu sais, je dirais, je me suis fait des amis quand j'ai commencé à vraiment plus réussir, puis ça a commencé à être plus vu, je me suis fait des amis que je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement des amis pour les bonnes raisons. Puis là, c'est là que j'ai commencé à voir c'était quoi un peu de perdre des gens, mais c'était pas des gens avec qui j'avais été à long terme. Donc, je suis désolée, j'ai comme pas de bonne réponse à la question. Mais merci d'être venue. C'est assez émouvant, puis vous devez faire face à ça régulièrement dans les réseaux sociaux, dans le sens les gens, ils vous admirent, ils vous aiment, ils vous regardent aller, vous devenez des inspirations. Est-ce que vous avez des exemples de moments où vous êtes vraiment bouleversé par des histoires ou par des gens qui vous écrivent? Ben moi, personnellement, quand ça m'arrive, là, qu'il y a des gens qui m'idolâtrisent, là, moi, je les ramasse dans leur place. Moi, je leur dis, là, pour vrai, tu sais, mettons, là, puis souvent, c'est parce que, tu sais, l'entrepreneuriat, là, ça a l'air bien cool, là, puis, tu sais, on vous dit, l'entrepreneuriat, il faut que ce soit une question de passion, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu avances. Puis on aurait dit que les jeunes, on veut tellement les ouater qu'on oublie de leur dire la vérité. La vérité, c'est que c'est difficile, puis la vérité, c'est que ça va être difficile. Puis c'est pas vrai que, tu sais, on dit aux jeunes, ben, tu sais, faut pas que vous pensez à l'argent, c'est une question de passion, c'est une question d'argent. Tu sais, pour vrai, on veut tout en vivre. Puis si c'est pas, non, mais tu sais, si c'est pas rentable, là, tu sais, on oublie de dire aux jeunes, si c'est pas rentable, ben ça fonctionnera pas. Puis tu sais, on les laisse planer pendant. Moi, je reçois des messages des fois des filles qui me disent, là, tu pourrais-tu m'aider? J'ai hypothéqué ma maison, j'ai hypothéqué ici pour ma business, je vends du linge, ça marche pas. On lui a jamais dit à elle à un moment donné, ça va-tu être rentable? Mais c'est parce qu'aussi, on dirait que les jeunes, à l'école, de la façon que ça marche depuis qu'on est jeune, c'est qu'on nous montre, exemple, si tu n'es pas bon dans quelque chose, que tu ne réussis pas ou quelque chose, on va te donner une récompense pareille, on va te donner le diplôme d'amélioration, puis tu vas toujours avoir quelque chose pareil. Puis là, tu sors de l'école, tu arrives dans la vraie vie, puis c'est pas vrai. Si tu réussis pas, si tu n'es pas bon dans ce que tu fais, tu ne l'as pas, puis là, c'est la dépression, l'anxiété, les trucs, puis parce que les jeunes, dès la jeunesse, ils n'ont pas été exposés à ça se peut que tu réussisses pas, puis non, c'est pas la fin du monde, mais ça veut pas dire que tu vas être récompensé non plus, puis je trouve qu'on récompense, ça a l'air vraiment méchant du même, mais je trouve qu'on récompense trop les jeunes qui réussissent pas nécessairement ce qu'ils font, puis après ça, c'est difficile. On prend pas la peine de leur dire. Moi, j'ai l'air cruel quand je leur dis ça. Je sais que j'ai l'air cruel, mais en même temps, je leur dis... Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais au cégep, là, non, c'est pas vrai, je suis pas full été au cégep, dans le fond. Quand j'y étais, mais comme je m'en souviens pas vraiment. Quand j'étais au secondaire, j'étais pas à part des autres. J'étais genre la fille qui avait beaucoup d'amis, mais j'étais un peu turbulente, puis tu sais, j'étais pas comme tout le monde. Mais on oublie aussi de dire à ces jeunes-là qui sont différents des autres que leur différence va être leur plus grande qualité en tant qu'entrepreneur. Moi, le fait que je sois différente aujourd'hui...
Mais le fait que tout ce que je me suis rendu compte de mes différences quand j'étais jeune, c'est ce qui font de moi une entrepreneur pas comme les autres. Puis je m'en rends compte que des fois, j'ai des idées ou des trucs que je suis comme gênée de les dire parce que je me dis, mon Dieu, y a quelqu'un qui. Ça a-tu du sens, tu sais? Mais on oublie autant de leur dire ça. Fait que moi, quand j'ai des messages comme ça, ben je leur dis autant, tu sais, mettons qu'ils se sentent différents, mais je leur dis autant ce message-là, puis autant l'autre côté que, tu sais, c'est ça, faut que ça marche. Puis si ça marche pas, puis si tu travailles pas, ça marchera pas. Il y a personne qui te sauve en affaires. Il y a vraiment personne qui te sauve. Il y a personne qui te prend par la main, qui te sort de l'eau, là. Fait que, J'ai presque le goût d'arrêter là-dessus. C'était tellement beau. Merci énormément. Merci.